Christophe Rocancourt. On lui a donné pas mal de surnoms, tous plus évocateurs les uns que les autres. Ah oui. L'escroc des stars, le playboy le plus recherché d'Amérique. Rien que ça pose le personnage. C'est une figure incroyablement paradoxale. Complètement. D'un côté, on a cette image presque romanesque, l'arnaqueur de génie, une sorte de héros de la revanche sociale, celui qui a berné les riches. Et de l'autre, la réalité beaucoup plus crue, un criminel, un manipulateur. Et c'est justement cette dualité, cette fascination qu'il exerce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On a réuni pas mal de sources, des entretiens, des documentaires, ses propres livres aussi. L'idée, c'est vraiment de plonger derrière le mythe. C'est ça. Comment un homme parti de littéralement rien a pu construire une telle légende? Quel était son secret, sa méthode? Et surtout pourquoi, des décennies plus tard, son histoire continue de nous captiver à ce point? Pour vraiment comprendre, je crois qu'il faut faire un bond en arrière. Oublier Hollywood, les Ferrari... Les Rockefeller. Les Rockefeller, oui, pendant un instant, et revenir au point de départ absolu. Une caravane, en Normandie. C'est là que tout a commencé. Dans une enfance d'une dureté qu'on a peine à imaginer. Une dureté qui a tout forgé chez lui. Les sources sont unanimes là-dessus, et lui-même il en parle beaucoup. Il décrit un père ouvrier, alcoolique, violent, une mère qu'il qualifie de prostituée. Et puis il y a ce qu'il appelle le traumatisme originel. La scène fondatrice. Il la raconte en détail. Gamin, il surprend sa mère avec un client. La violence psychologique, elle est extrême. Il dit que ça l'a rendu inapte à l'amour. Pour le reste de sa vie, oui. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a l'abandon physique, qui est tout aussi violent. L'histoire de la portière. Oui, le jour où sa mère part pour de bon, il s'accroche à la portière de la voiture et elle lui claque sur la main. Lui sectionnant une partie du petit doigt. L'image est terrible. Elle est terrible. C'est la rupture définitive. Et après ça, c'est le parcours classique, si on peut dire, pour un enfant abandonné à l'époque. La DDAS, les foyers... Un système qui souvent broyait plus qu'il ne réparait. Complètement. C'est un parcours qui aurait pu le détruire, mais il y a eu une période chez sa grand-mère qui a l'air d'avoir été un tournant. Oui. Le compagnon de sa grand-mère, qu'il décrit comme un gitan, lui a appris les bases de la survie. Mais pas que la survie, justement. Il lui apprend à braconner, à se débrouiller, mais surtout une compétence psychologique qui va être fondamentale pour la suite. C'est ça. Rester de marbre face aux gendarmes. C'est sa première leçon de comédie en quelque sorte. Apprendre à contrôler ses émotions, à ne rien laisser paraître. C'est une technique qu'il va perfectionner et qu'il réutilisera des années plus tard. Non plus face à des gendarmes, mais face au FBI. Toute cette enfance, c'est le carburant de sa vie, en fait. C'est le carburant. Il le résume lui-même avec une formule assez brutale. Il avait le choix entre mourir ou vivre. Il n'y avait pas de demi-mesure. Il fait même le parallèle avec la devise du rappeur 50 Cent. Get rich or die trying. Devenir riche ou mourir en essayant. Pour lui, ce n'était pas une posture, c'était une nécessité. Une nécessité existentielle. Ce n'était pas juste une ambition, c'était une question de survie psychologique. Il fallait à tout prix s'extraire de cette condition, effacer l'humiliation, la pauvreté. Et pour ça, tous les moyens étaient bons. Voilà, d'accord. L'enfance traumatique explique la rage, la détermination, mais ça n'explique pas le comment. Comment on passe de la DDAS de Normandie à convaincre l'élite d'Hollywood qu'on est l'héritier des Rockefeller. C'est là qu'on entre dans le génie de l'imposture. Sa méthode, qu'il a affinée, elle repose sur un triptyque, redoutablement efficace. Et le premier pilier, c'est l'image avant tout. L'apparence, c'est la clé de voûte de tout son système. C'est fou de se dire qu'il a compris ça de manière instinctive, bien avant Instagram et les gens qui louent des jets pour une photo. Il était un précurseur. Il a compris que le décor valide le personnage avant même qu'il ait ouvert la bouche. Alors il loue des Ferrari, des Rolls-Royce. Il s'installe dans les plus grands hôtels. Le Beverly Wilshire Hotel. C'est le principe de ce qu'on appelle la preuve sociale. Personne n'ose remettre en question la crédibilité d'un type qui sort d'une voiture à 300 000 $, quoi. C'est un court-circuit de l'esprit critique, en somme. Le cerveau voit les symboles de la richesse et il baisse la garde. C'est exactement ça. Et une fois que la garde est baissée, il peut déployer son deuxième pilier. Un culot, une audace, sans aucune limite.
Les identités qu'il s'invente sont dingues. Plus incroyables les unes que les autres. Fils du producteur Dino De Laurentiis, neveu d'Oscar de la Renta, champion de boxe. Et puis, le coup de maître, son chef-d'œuvre, Christophe Rockefeller. Mais c'est ça qui est fou. Il parlait même pas très bien anglais à l'époque. Son accent était... Pas du tout. à couper au couteau. Comment des gens richissimes, supposément intelligents, ont pu tomber dans un panneau aussi grossier? Eh ben c'est là qu'intervient sa propre analyse, très cynique. Pour lui, c'est la connerie humaine. Simple. Mais au-delà de ça, il y a un autre principe. Les gens veulent y croire. Être l'ami d'un Rockefeller, c'est une porte d'entrée. Ils sont tellement aveuglés par l'opportunité que leur esprit critique s'éteint. Et ça nous amène au troisième pilier, le plus sombre. Qui est? L'exploitation de la cupidité. Sa philosophie, qu'il répète souvent, est simple. On ne peut escroquer que des gens qui ne sont pas foncièrement honnêtes. Ils jouent sur leur propre avidité, en fait. Exactement. Il leur fait miroiter des investissements miracles, des placements avec des rendements impossibles, et ils plongent. L'appât du gain est trop fort. Donnez-nous un exemple concret, une arnaque qui illustre bien cette mécanique. Le cas d'école, c'est l'affaire Pierre Lange, un décorateur. C'est un condensé de son savoir-faire. Rocancourt le convainc qu'il veut acheter sa maison pour une somme folle. Il le met en confiance. Classique. Puis il l'envoie en Suisse, dans un grand hôtel, en lui disant d'attendre un virement qui va arriver d'un instant à l'autre. Et le virement, évidemment, n'arrive jamais. Bien sûr que non. Et pendant que le pauvre Lange attend son argent en Suisse, que fait Rocancourt? Il est dans sa maison. Il profite de son absence pour vendre la maison de Lange qui ne lui appartient donc pas à quelqu'un d'autre. Il empoche l'argent et part. Quand Lange rentre, non seulement il n'a pas d'argent, mais il n'a plus de maison. C'est... ouais... diabolique. D'ingéniosité. Il y a tout. La mise en scène, le culot, la victime qui se laisse berner. On parle de près de 40 millions de dollars détournés au total. Mais un empire bâti sur du vent, par définition, ça finit toujours par s'écrouler. Et coup de souffle a fini par arriver, oui. Inévitablement. Trop de gens floués, trop de mensonges, le FBI s'est mis sur sa piste. Et la chute, elle a été aussi spectaculaire que son ascension. Ah oui. Après une longue traque, il le localise à Las Vegas. L'arrestation, c'est digne d'un film d'action. Il sort de l'hôtel et là, une brigade entière du FBI l'encercle, arme au poing. Et sa première pensée? Très pragmatique. Il le raconte lui-même. On est dans la merde. Mais comment ils l'ont trouvé? Il a fait une erreur. La vérité est plus amère pour lui. C'est une trahison. Sa compagne de l'époque, Grey Park, la mère de son fils, elle était épuisée par cette vie de cavale. Elle a fini par collaborer avec le FBI pour le faire arrêter. Un coup de théâtre. Et s'ensuit l'expérience des prisons américaines. Ça a dû être un choc terrible. Un choc d'une violence inouïe. Il décrit un univers brutal à des années-lumière des palaces. Il raconte que pour une dispute autour d'un plateau repas, ça pouvait finir avec 6 morts. C'est un monde impitoyable. Il purge ses peines, puis l'extradé et rentre en France en 2005. Et là, l'histoire prend une tournure complètement folle. On s'attend à ce qu'il rentre la tête basse. C'est tout l'inverse qui se produit. C'est surréaliste. Il est accueilli non pas comme un criminel, mais comme une célébrité. Il est les paparazzis à l'aéroport. Des dizaines. Il est invité sur tous les plateaux télé, il écrit des autobiographies qui deviennent des best-sellers, il fréquente le show business, on le voit avec l'ex-Miss France Sonia Hollande. Le comble, c'est qu'il est même invité à une soirée à l'Élysée, c'est ça, hein? On a l'impression que la France l'accueille en enfant prodigue. Mais ce statut de rockstar de l'arnaque, ça ne va pas durer. Il y a une affaire qui a vraiment tout changé. L'affaire Catherine Breillat. Oui, c'est sans doute le chapitre le plus sombre de son histoire. Celui qui a fait voler en éclats le mythe de l'escroc au grand cœur, qui ne s'attaquait qu'aux puissants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La réalisatrice Catherine Breillat, qui est alors très affaiblie par un AVC, veut l'engager pour un film. Et une relation d'emprise, en fait, s'installe. Au fil des mois, il lui soutire plus de 700 000 €. Il est condamné pour abus de faiblesse. Condamné, oui. Sa défense, qui était de dire que c'était une avance sur son cachet, n'a pas tenu une seconde. Là, on ne parle plus de voler un riche investisseur. On parle d'abuser d'une femme malade, vulnérable. L'image est écornée pour de bon. Cette affaire a donc vraiment terni son image. Et pourtant, la fascination demeure. C'est ça qui est étonnant. C'est le cœur du paradoxe Rocancourt, malgré l'affaire Breillat. Malgré d'autres démêlés judiciaires, son aura persiste, surtout auprès d'une certaine jeunesse. On cite son nom dans des chansons de rap, des jeunes l'admirent. Comme celui qui a défié le système. Exactement, celui qui a berné les élites. Il est devenu une sorte de légende urbaine. Et lui, il en pense quoi de ça? Il doit en être conscient? Il en est très conscient.
Il a une analyse assez lucide, je trouve. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, on devient des légendes urbaines », comme pour constater une sorte d'inversion des valeurs. Et qu'est-ce qui fascine, selon lui? Les 3 ingrédients de son histoire, l'audace, les sommes astronomiques et surtout ce récit si puissant de la revanche sociale. Le gamin des caravanes qui met Hollywood à ses pieds. Pourtant, quand on creuse, le personnage est pétri de contradictions. Le décalage entre le discours et les faits est total. Il prétend que l'argent ne l'intéresse pas, mais il se vante de repas à 13 000 €. Exactement. Il se décrit comme un gentil garçon, mais après Bria, son nom réapparaît dans d'autres dossiers. Trafic d'influence pour des titres de séjour, l'histoire des 52 kilos de cocaïne volés à la police. Et la plus grande contradiction, elle est plutôt spirituelle. C'est-à-dire, Il invoque Dieu en permanence. Il dit que sans la main de Dieu, il n'aurait pas survécu. Mais en parallèle, on ne décèle publiquement aucun remords, aucune excuse pour ses victimes. Pour lui, il a fait de la prison, il a payé sa dette. Point. il ne doit plus rien à personne. C'est sa vision. Et il est convaincu que ce qu'il a fait serait totalement impossible à refaire aujourd'hui. Il le dit lui-même, hein. Oui, sans détour. Aujourd'hui, c'est cramé, c'est fini. À l'ère d'Internet, de Google, des réseaux sociaux, ces impostures n'auraient pas tenu 5 minutes. On aurait tapé Christophe Rockefeller et on aurait vu tout de suite que ça ne collait pas. Et paradoxalement, ça renforce son statut de légende. Ça le sanctuarise dans une époque révolue. Au final, on se retrouve avec le portrait d'un personnage d'une complexité folle. Un homme façonné par un traumatisme, qui a transformé l'imposture en une forme d'art, en exploitant la vanité et la cupidité d'un système. On est toujours sur cette ligne de crête. Entre l'anti-héros et le criminel pur et dur. Exactement. Absolument. Et je pense que sa véritable force, au-delà même de son talent pour l'arnaque, c'est sa maîtrise absolue du récit. Il est le conteur en chef de sa propre vie. Dans chaque interview, il n'essaie pas d'établir la vérité, mais d'imposer sa vérité. Il romantise, il se justifie. Sa plus grande escroquerie, c'est peut-être le récit qu'il a construit autour de lui-même. C'est très possible, ouais. Ce qui amène à une dernière réflexion. Finalement, la plus grande imposture de Rocancourt n'est peut-être pas d'avoir convaincu les autres qu'il était un Rockefeller, mais de se convaincre lui-même et une partie du public qu'il était autre chose qu'un simple voleur. Et la question qui reste, c'est de savoir si, dans une société fascinée par la réussite à tout prix, la frontière entre les deux a encore vraiment de l'importance.